Bonjour, je suis Julie Guertin et je te souhaite la bienvenue sur le podcast Découvre, ose et deviens. Le podcast qui éveille ta curiosité et part à la rencontre de métiers passionnants et inspirants. Il existe plus de 11 000 métiers. Alors si on partait à leur rencontre? Aujourd'hui, je reçois Marion, kinésithérapeute en libéral, mais aussi kiné de l'équipe de France de voltige aérienne. Alors avec Marion, c'est simple, vous avez le droit à 3 épisodes en un, parce que j'ai eu l'occasion du coup de lui poser des questions sur son métier de kiné, sur son parcours aussi de réserviste de l'armée de l'air, et son aventure auprès de l'équipe de France de voltige aérienne. Et je vous dis, l'épisode va être très riche. Marion, mille merci pour tout le temps que tu nous as consacré. Tu nous as fait prendre conscience de la beauté et de l'importance de notre corps, et c'était l'épisode parfait pour démarrer l'année par une bonne résolution, en prendre soin. Et pour tous ceux qui me connaissent, si c'est pas un signe du destin, c'est que j'y comprends plus rien. Allez, je vous souhaite une très bonne écoute de la partie 1 de cet épisode. Avant de lancer l'épisode, s'il vous plaît, je voudrais juste vous demander 2 faveurs pour m'aider dans le développement du podcast. Alors en premier, pensez à l'avis 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est top et hyper important pour le bouche à oreille. Et Dieu sait si j'en ai besoin. J'ai aussi besoin de vous pour répondre à mon questionnaire, pour m'aider à mieux vous connaître et à améliorer le podcast. Ça vous prend 2 minutes, top chrono. Voilà, c'est hyper simple, mais c'est très utile pour moi. Alors le lien est indiqué en commentaire de l'épisode ou directement sur mon compte Instagram Découvre, ose et deviens podcast. Ça sera l'occasion aussi de vous abonner au compte Insta si ce n'est pas déjà fait. Allez, très bonne écoute. Salut Marion. Bonjour Julie. Je suis ravie de t'accueillir dans mon podcast. Alors Marion, tu exerces le métier de kinésithérapeute. C'est la dernière fois de cette interview que je dirai le mot en entier. Je pense que je vais vite passer à kiné. Ça fait, tu m'excuseras quand même. J'ai le droit ou pas? Moi, ça me gêne pas du tout. Je sais qu'il y a des kinés qui aiment bien dire le mot masseur parce qu'il faut revendiquer l'aspect que le massage nous revient. Voilà. Je ne suis pas, je pratique le massage bien sûr, mais je t'en donnerai pas rigueur si tu dis kiné. Il n'y a pas de souci. Bon, en tout cas, ça fait partie des métiers qu'on croit connaître parce qu'on a tous plus ou moins eu l'occasion de croiser notre route voilà, à l'occasion d'une fracture ou divers bobos de santé. Mais en fait, je pense que notre image, elle est faite de beaucoup d'approximations et que j'ai hâte de corriger avec toi, grâce à toi. Alors Marion, si ça te convient, moi je te propose de commencer en douceur par une question toute simple, mais j'aimerais bien que tu puisses nous décrire la petite Marion que tu étais avant de décider de faire ce métier, puis aussi nous dire quel métier tu rêvais de faire quand tu étais toute petite. Alors, je rêvais, moi j'étais très vraiment sur les animaux. J'étais dans le soin, déjà quelque chose dans le soin, ça c'est sûr. Mais j'étais vraiment très attirée par les animaux et en particulier les chevaux. Et depuis petite, je voulais être vétérinaire. Voilà, vétérinaire. Et il y avait un petit peu ce côté ostéopathe équin ou quelque chose comme ça. Voilà, ça, c'était vraiment. Alors à l'époque, il y avait très peu de reportages, on ne pouvait pas trop se renseigner, on ne savait pas trop. Voilà, moi je viens de la Sologne, donc beaucoup de chevaux, hein, la forêt d'Orléans. Donc j'ai grandi là-dedans. Voilà, j'ai grandi là-dedans avec énormément d'animaux autour de moi que j'ai eu la chance d'avoir. Hein, c'était vraiment une passion, mais à la fois j'étais vraiment très très émotive envers les animaux. Donc mon stage de troisième, faire dans un cabinet de vétérinaire, ça s'est bien passé, ceci dit, mais je me suis dit: «Est-ce que je suis vraiment capable de les soigner, quoi?» Voilà, mais je me cherchais aussi à la fois avec ça. Et j'ai un grand frère qui a fait des études de kiné. Un très, très grand frère, on a 8 ans d'écart, hein, donc à l'époque, j'ai suivi ses études, mais vraiment de loin, de loin. Et c'est vrai qu'il y avait l'aspect aussi, j'aimais beaucoup le sport. J'ai fait pas mal de sport étant petite, ça m'attirait beaucoup. Et l'aspect kiné et sport m'a beaucoup interpellée. Voilà, je me suis posé beaucoup de questions là-dessus. Et après, quand j'ai vu, alors c'était aussi en le voyant exercer, hein, mon frère, j'ai dit: «Ouais, kiné, c'est quand même pas mal, on est dans le soin, mais c'est pas médecin non plus, parce qu'on est quand même plus sur les muscles, sur les articulations, sur le fait de bouger». Et voilà, c'est venu comme ça et c'était OK, c'est kiné, mais c'est kiné du sport, quoi. J'avais un petit peu ce côté-là, ouais, c'était suivre des équipes, c'était vraiment ça. Ouais, donc tu dis en fait que quelque part, tu avais déjà le modèle en fait. Tu as eu la chance en fait d'avoir ton frère qui t'a un peu ouvert la voie et t'a montré que c'était un métier qui te plaisait, quoi. Et ça veut dire que tu es allée le voir pratiquer tout ça pour, hem?
Pas vraiment. Il m'a rééduquée pour une entorse que j'avais. Ouais, donc tu l'as vu Que quand même? j'avais, voilà, je l'ai vu, mais non, non, c'était de l'intuition un peu. C'était de l'intuition liée au sport. On n'en avait pas plus parlé que ça. Enfin, j'ai pas le souvenir. Peut-être qu'il me contredirait, mais j'ai pas le souvenir plus que ça. Côté kiné, c'est très large et très varié. Moi, j'avais mon optique kiné du sport, mais en soi, on peut faire énormément de choses. Et là, ça va faire 12 ans que je suis diplômée. Si toutes les formations, enfin, j'aurais jamais pensé à l'époque que j'aurais fait tout ça. Ouais, exactement, Que ouais. j'aurais fait tout ça et évolué comme ça. Bon, avant qu'on parle de cette variété d'exercices finalement, mais quel type d'études on doit faire pour être kiné et combien de temps ça dure? Qu'est-ce qu'on y apprend et tout ça? Alors, je peux te parler à l'époque maintenant, je sais que c'est en plein bouleversement. À mon époque, alors c'était fac de médecine, soit fac de médecine, fallait être pris pour rentrer directement en école de kiné où c'était 3 ans. Moi, j'ai pas fait cette option-là. Je suis passée par une prépa kiné qui préparait à des concours privés en interne. À Paris, ils fonctionnaient plus sur ce système-là, comme j'ai dit, dans le Loiret. Paris était à côté. C'est aussi le cursus qu'a fait mon frère. Côté prépa kiné, effectivement, j'étais plus. Si tu veux, les concours à l'époque, on était une petite prépa kiné d'une vingtaine de personnes. On bossait la biologie, la physique et la chimie à fond. C'était le programme de terminale et de première S scientifique. Et on le travaillait à fond, à fond, à fond. Et après, on passait un concours, on était 3000 et il fallait être dans les 80. Ouais, c'est Voilà. énorme la À peu sélection. près comme ça, avec les listes d'attente qui pouvaient remonter jusqu'à 200 places. Mais ce système-là me convenait quand même mieux parce que c'était un petit programme qu'on avait déjà vu en première et terminale. Fallait le rebûcher, c'était des annales, on bouffait les annales, hein, tout simplement, des QCM et choses comme ça. Alors que fac de médecine, beaucoup plus nombreux, l'inconnu aussi. Là, on passe carrément à des études, voilà, programme de médecine. Quoi. Programme de médecine, on est peut-être moins nombreux dans le classement, mais voilà, le ratio, il était là pour moi. D'accord, et une fois que tu intègres du coup, c'est quoi? C'est donc des écoles, et après c'est combien d'années d'études? C'était 3 ans. À mon époque, c'était 3 ans. Là, Voilà. c'est plus long là maintenant? Maintenant, c'est passé à 4 ans. D'accord, OK. Voilà. C'est passé à 4 ans il y a 1 an ou 2. C'est pour ça que je te dis, je suis pas trop à la page des nouveautés. Il y a 1 an ou 2, c'est passé à 4 ans. Et on a obtenu enfin le grade de Masters en novembre dernier. C'est tout récent. C'est tout récent. Voilà, qu'on n'a pas eu alors qu'on fait. Donc maintenant, il y a au moins, il y a 4 ans d'études une fois qu'on est dans l'école de kiné. Et ensuite, il faut au moins 1 an ou 2 ans, soit de fac de médecine. Les concours privés que j'ai fait à l'époque, je crois que ça n'existe plus. Petit bémol, il y a peut-être 1 ou 2 écoles encore sur Paris qui doivent le faire, mais c'est plutôt fac de médecine maintenant. Et une fois que donc tu intègres ces écoles-là, qu'est-ce qu'on vous y apprend? J'imagine l'anatomie, enfin, tu vois? Juste qu'on comprenne Oui, un peu c'est comment tout ça. ça se découpe, en fait. La première année, c'est l'anatomie, clairement, sur le sujet, l'individu sain, sans maladie. C'est-à-dire, donc l'anatomie, faut d'abord apprendre le sein avant Ouais. de connaître les pathologies. Et le massage, et on s'exerce sur nous, tout simplement. Sur nous. On est en petit groupe. Sur la promo de 80, on a divisé la classe en 4, la promotion en 4, et on faisait des petits groupes et on s'entraînait sur nous. Un était le kiné, l'autre était le patient et inversement. C'est-à-dire qu'on va masser des gens, mais il faut aussi pouvoir être massé, être à l'aise avec notre corps, si on peut dire, tout en respectant chacun, etc. Mais voilà, donc ça faisait partie aussi de l'étude de jouer le rôle du patient. Et alors, est-ce que vous avez aussi, je sais pas, un apprentissage par rapport à, alors déjà la gestion de la douleur, des études un peu psychologiques parce qu'il y a quand même une partie, voilà, qui peut, voilà, être un peu psychosomatique, enfin voilà. Est-ce qu'il y a aussi on introduit d'autres techniques qui sont moins, je veux dire, anatomiques, médicales pures, ou pas? Ou ça, c'est des choses qui sont pas du tout vues pendant les études? Très peu. À partir de donc la deuxième année, on va dire qu'on apprend tout ce qui est pathologie. Alors, c'est très vaste parce que ça va de la hémiplégie, maladie de Parkinson, sclérose en plaques, et cetera. Tout ce qui est traumatologie, les opérations, tout simplement, traumatisme, opérations, de toutes les articulations possibles. Tout ce qui est rhumato, arthrose, les rhumatismes. La pédiatrie, module pédiatrique, pas oublier alors on pense tout de suite au kiné, pour la bronchiolique en en hiver,
Mais ça peut être, il y a des kinés maintenant qui sont spécialisés, qui font que de la pédiatrie, qui peuvent avoir, s'ils sont dans des grandes villes, qui peuvent avoir des cabinets spécialisés qu'en pédiatrie, que ce soit des pathologies malheureusement infantiles ou tout simplement torticolis congénitales, des choses comme ça. Sport, qui module sport, quand même. Voilà, mais c'est très large. C'est très, très large. Et donc, on voit tout ça sur 2 ans, maintenant 3. J'imagine qu'ils ont dû augmenter le taux de stage, parce qu'on était moitié temps en cours et moitié temps en stage, hôpitaux, au centre de rééducation. Et donc, tu as pas une année de spécialisation, tu vois, où tu peux te choisir un peu de te spécialiser dans le sport, dans une partie du corps ou un truc comme ça. C'est pas dans les études, en fait, finalement, que tu Non, te spécialises. non, C'est après. non, c'est pas dans les études, voilà. Moi, je sais que ma spécialisation, je l'avais fait un petit peu dans mon mémoire, où en fait, je l'avais fait sur les étirements. Voilà, c'est resté un peu dans mon domaine sport. Mais en tout cas, cette spécialisation sport, on a eu quelques heures, oui, à faire des strappings, des choses comme ça. Mais c'est assez frustrant. Moi, honnêtement, je suis sortie de mes études assez frustrée, où j'ai un peu le permis de conduire, mais je sais pas conduire, quoi. Ouais, ouais. C'était un peu ça. C'est surtout qu'on était très orientés à être des kinés en hôpital, voilà. Mais après, on arrive en libéral, et soigner un dos, on ne sait pas, quoi. On ne sait pas. Par contre, on est très bon en pathologie neuro, on a été dans les centres de rééducation, on a vu des opérations dans les hôpitaux. Mais on arrive là en libéral, on va essayer le massage, ça va peut-être marcher. C'était très, très, voilà. Après, maintenant, je comprends parce qu'il faut de l'expérience, il faut se faire sa main, en fait. On ne peut pas apprendre ça dans les Ouais, ouais, en études, fait, il y a un voilà. moment donné, il y a un apprentissage empirique, quoi. Bon, alors, est-ce que tu peux nous donner, nous résumer en une phrase, en fait, c'est quoi votre mission? C'est quoi le métier de kiné? Et derrière ça, j'ai une question. En fait, je voudrais qu'à un moment donné, tu puisses nous différencier, tu vois, kiné, ostéo, ergothérapeute, même masseur ou j'ai vu massothérapeute et il y a même chiropraxie, mais tu vois, en fait, j'ai l'impression que tous ces noms-là gravitent à peu près dans le même univers, mais on ne sait pas trop faire la différence entre les uns et les autres, à vrai dire. Alors, je ne vais pas pouvoir te répondre à tout, je pense. En tout cas, le métier de massothérapeute, en fait, on a un diplôme de masso-kinésithérapie. Donc, massothérapeute et masseur-kinésithérapeute, c'est la même chose. Après, là où c'est le plus important, ouais, c'est la différence entre ostéo et nous. Nous, on va dire, on fait de la rééducation. On rééduque un patient. C'est les médecins qui nous prescrivent un certain nombre de séances. Il y a une pathologie, un traumatisme, une maladie chronique. Ils viennent nous voir. On refait un bilan et on voit avec la personne combien de séances. Enfin voilà, il y a plusieurs séances. Il y a un cheminement, il y a quand même une notion de progression et de rééducation. Et dans rééducation, il y a éducation, il y a mais on rééduque le patient, vraiment. Voilà, c'est ça. Ostéopathie, c'est ponctuel. Comme j'aime dire aux patients, c'est un peu comme chez le dentiste, c'est bien d'y aller en prévention. C'est du préventif, normalement. Après, on peut y aller en curatif, on est coincé du dos, on y va, il nous débloque. Par contre, il n'y a pas cette notion de rééducation derrière. S'il n'y a rien qui est fait, il y aurait de la récidive, logiquement, en fonction de ce que l'ostéo a trouvé, bien sûr. Dans l'idéal, on y va 1 à 2 fois par an chez l'ostéopathe en prévention. Moi, je conseille ça à tout le monde, surtout si on a une petite épée de Damoclès, un petit genou fragile, un dos fragile ou quelque chose. On sait des cervicales fragiles en fonction de son métier, où on sait qu'on a une fragilité. Faut pas attendre d'être douloureux. Non, on peut y aller en prévention. C'est OK. c'est mieux même. Et puis c'est plus sympa. C'est plus sympa d'y aller en prévention que quand on est bloqué. Donc on est complémentaires, mais voilà, la grosse différence, c'est que nous on rééduque, eux non. On en a parlé un petit peu au travers des études, mais est-ce qu'il y a des spécialités? Est-ce que tu peux être kiné, généraliste? Est-ce que tu peux tous, ont des spécialités et si oui, lesquelles? Enfin, tu as commencé un petit peu à en parler tout à l'heure et à quoi elles correspondent? Enfin, quand je dis des spécialités, est-ce que c'est des spécialités en fonction des pathologies, en fonction des cibles? Tu l'as dit un peu, remarque, c'est avec du pédiatrique. Voilà, est-ce que c'est une partie du corps aussi? Enfin voilà, comment? Oui, oui, on peut. C'est en fait, on va dire, on a un diplôme général en sortant. Voilà, un petit peu de kiné général. Et après, c'est au fil de nos orientations, de nos cabinets, de si on est en hôpital ou en centre de rééducation, on se reforme derrière. Des simples formations où il y a des diplômes universitaires, on peut enchaîner, on peut faire plein de choses. Là, vraiment, depuis 2005, je pense que c'est avec l'arrivée d'internet et tout ça et le progrès de la médecine,
Il y a des booms de formation pour nous, pour les ostéos, pour plein de gens. Nous, comme on touche à tout, on peut avoir accès à tout, j'ai envie de dire. Donc on choisit quoi. Voilà, c'est de l'intuition, c'est ce qu'on aime faire, c'est ce qu'on aime aussi. C'est ce qu'on aime faire, mais c'est ce qu'on va aimer transmettre aussi, aux patients, aux patients. Donc il y a une sensibilité. Après, elle peut changer, en l'espace de 10 ans, 20 ans, ça peut changer du tout au tout, hein. C'est comme ça qu'on voit qu'il y a des kinés qui sont devenus que ostéo après, qui ont arrêté complètement la kiné, qui ont fait que de l'ostéopathie. Ça, avant, on va pas dire qu'il y avait que ça, mais c'est vrai qu'avant 2005, les kinés dans les années 90, s'ils voulaient se former, il n'y avait que l'ostéopathie, entre guillemets. Alors, il y avait d'autres méthodes comme Mézières, qui peut parler un petit peu, ça date aussi des années 90, des choses comme ça. Mais maintenant, il y en a énormément. Il y en a énormément. On peut se spécialiser. Quand on est dans une grande ville, on peut faire que de la pédiatrie, que de la respi, que plein de choses, que du sport, avoir un cabinet que orienté sport, Ouais, ou voire même que c'est varié. d'une partie du corps, quoi. Je crois que j'avais vu des kinés, sur le genou, des kinés sur enfin voilà, C'est c'est possible. ouais, ouais. Ouais, C'est ça peut être possible. ultra Ouais, ouais, spécialisé, complètement. quoi. Bon, évidemment, plus tu es, à la campagne, par exemple, plus tu vas avoir tendance à vouloir traiter tous les cas possibles, donc être plus généraliste, quoi. C'est OK. ça. OK, OK. Comme un médecin de campagne, exactement. Ouais, voilà, voilà. Et donc tu peux l'exercer, en tant que enfin, en libéral ou à l'hôpital. Il y a d'autres En endroits où centre de rééducation, c'est classiquement ces 3 modes d'exercice, principalement, et voilà. tu avais l'air de dire que c'était différent si tu le faisais à l'hôpital ou le libéral. C'est qu'est-ce qui explique? C'est les pathologies que tu traites, donc les patients, ou c'est le matériel que tu as? C'est quoi? Alors c'est plutôt, oui, l'ensemble. L'ensemble, c'est tout à fait ça. C'est en hôpital, c'est souvent alors, en général, il y a qu'un seul kiné pour tout l'hôpital, la Ouais. plupart du temps. Donc il fait tous les services. S'il y a un service à privilégier, c'est pédiatrie, surtout si on est en hiver, c'est l'urgence absolue. Après, on va dire plutôt peut-être anthropato, en post-opératoire, un genou qui vient d'être opéré, voilà, et cetera. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Il peut y avoir en neurologie, mais c'est assez, c'est-à-dire que, par exemple, si on prend un genou qui vient d'être opéré, le kiné va le voir, il le voit une journée, voire le lendemain, mais après le patient, il est parti. Il est parti, il est rentré chez lui pris pour une prise en charge en libéral ou alors il est pris en charge en centre de rééducation. Donc c'est très furtif, c'est très, très furtif. Donc en général, c'est en chambre, c'est des séances en chambre. Il n'y a pas forcément de plateau ou quoi que ce soit parce que le patient, il reste pas longtemps. Il reste pas longtemps et on fait avec, le matériel qu'il a entre les soins infirmiers, les pansements, les voilà, c'est plein de choses comme ça. Ouais, c'est vrai que, enfin, pour l'avoir vécu, effectivement, c'est presque, ouais, c'est quand, pour faire, que l'enfant remarche assez rapidement, donc c'est un accompagnement. Puis après c'est, mais d'ailleurs, c'est limite avec de l'ergothérapie parce qu'il y avait quand même aussi beaucoup de C'est matériel ça, pour que l'enfant puisse complètement. partir en centre de rééducation derrière avec le matériel, adéquat, en tout cas, pour les premiers jours avant que ça soit refait en centre de rééduc, quoi. C'est ça, complètement. En termes de type de pathologie que toi tu peux voir, alors on va regarder plus, ta spécialité, donc au niveau du sport. Qu'est-ce que tu traites et quelles sont les majorités des pathologies que tu as à traiter aujourd'hui? Alors maintenant, je me suis orientée plus spécialisée dans le dos, via le bouche à oreille, j'ai quand même plus de passion pour le dos, tout simplement. Tout ce qui était, sport, c'était plus genoux, chevilles. Ouais. L'athropato suite à plutôt des sports collectifs, ça c'était vrai il y a 12 ans quand j'ai commencé. Mais au fur et à mesure, en prenant de l'expérience, j'ai fait d'autres formations et maintenant je me suis plus orientée sur le dos. Voilà. Donc plus, type école du dos, du renforcement postural, petite option avec vraiment du renforcement postpartum, abdominal en postpartum, parce que je suis maman, hein, donc je me suis intéressée à la chose aussi. Parce qu'il en a fallu, voilà, hein, on essaye d'être bien chaussé aussi, il faut, il faut. Donc voilà, donc je me suis aussi, orientée là-dedans. Mais voilà, j'ai plus maintenant, le bouche à oreille faisant, que du coup c'est ça, c'est qu'on est un peu à l'image de ses patients aussi et de ce qu'on propose, hein. Et tout de suite, même sans faire de la pub, les patients, ils parlent, hein. Le bouche à oreille, ça va vite et ils disent: ah tiens, il y a une kiné qui fait cette méthode-là, tu m'en avais parlé, ça peut t'aider, machin», voilà. Avant même alors après, on va se présenter aux médecins, hein, pour savoir un petit peu plus, à force, les médecins, ils nous connaissent, hein, ils savent, nos spécialités, nos formations et même s'ils ont pas «le droit d'aiguiller» entre guillemets,
Ah bon? Ils orientent, c'est quand même le bienfait. Bah, normalement, ouais, alors on n'a pas le droit de donner. Normalement, ils ont pas le droit de donner. C'est déontologique, hein, c'est un code déontologique tout simplement. Ils ont pas le droit de donner qu'une seule adresse, ils doivent en donner plusieurs. Bon alors en tout cas, toi, t'être spécialisée dans le dos, parce que c'est un peu la maladie du siècle, donc c'est quand même à mon avis, on aura toujours besoin de toi et justement, est-ce que tu vois une évolution, en fait, dans les pathologies? Que ce soit une évolution sur les dernières années, mais moi je pense aussi à très court terme avec le Covid et entre autres le télétravail. Est-ce que tu vois, toi, des évolutions? Alors l'évolution, je vais reprendre, une phrase, d'un de mes formateurs. J'ai fait une petite formation l'an dernier, c'était sur la douleur tout simplement et qui disait tout humblement, il me disait: «Bah, les praticiens sont de plus en plus formés», enfin depuis 15 ans, grosso modo. Les praticiens sont de plus en plus formés, on a de plus en plus de machines, opérationnelles, on voit tout, et cetera et on a toujours autant de douleurs. Alors que nous, on est censé être meilleurs praticiens, on est censé avoir des meilleurs examens, des meilleurs diagnostics et cetera, mais pourtant, il y a toujours autant de douleurs. Donc on en conclut un petit peu qu'il y a quand même un petit souci un peu, bio-psycho-sociaux. On en est là, sans rentrer dans les détails, on en est un petit peu là et je pense que, bah, alors comme, à force de m'être formée, enfin d'être spécialisée dans le dos, j'ai un petit peu effectivement des patients un petit peu en errance thérapeutique, si on peut dire ça comme ça, qui s'en sortent plus. Voilà et à un moment ou à un autre, bah, hop, faut repartir à zéro et comment on fait? Voilà, parce que, il y en a énormément, hein, des patients dans une errance thérapeutique, c'est, aussi, à force de donner des conseils à des patients qui écoutent pas, bah, à un moment ou à un autre, il y a ça aussi, hein, il y a ça aussi, hein. À un moment ou à un autre, les exercices, on peut pas les faire à la place du patient. C'est pour ça que je te disais, nous, c'est de la rééducation. On rééduque, c'est une sorte de remise en question, en fait, de la personne. Parfois, certains, ils sont prêts, d'autres, ils sont pas prêts. À part, être un peu dans la prévention, on leur dit: «Bah, attention, c'est chaque année qu'il faut faire votre exercice et vous revenez me voir un petit peu chaque année, on refait le point». On donne un panel d'exercices, mais ce panel d'exercices, il va pas être vrai pendant les 15-20 ans à venir. Il y a pas mal de douleurs psychosomatiques, je trouve. Alors pareil, hein, parce que j'attire ce genre de patients entre guillemets, dans le sens où quand on est en errance thérapeutique, des fois, est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Est-ce que c'est peut-être pas tout simplement, c'est pas biomécanique, c'est peut-être complètement autre chose et qui ne relève pas du kiné, mais que du coup, des fois, bah, c'est à nous de mettre le doigt dessus. Si on a tout fait, quoi. Ouais, Voilà. mais justement, du coup, cette partie-là, vous êtes pas du tout formé pour la gérer? C'est hyper compliqué, je pense, de Non, l'appréhender, en non. fait, cette partie-là et à quel moment tu te dis, «C'est plus de mon ressort et donc bah, je conseille, d'aller voir quelqu'un d'autre», donc tu vas lui conseiller d'aller voir quelqu'un d'autre? Ou bien est-ce que tu trouves, toi, des méthodes qui te permettent de détourner et puis bah, de les aider, hein? Alors, il y a les 2. Il y a les 2. C'est-à-dire que, on peut pas s'en sortir tout seul qu'en tant que kiné. Donc effectivement, il faut se faire son réseau de connaissances de praticiens, d'ostéos, d'acupuncteurs, voilà, de plein de choses, de sophrologues s'il faut. Voilà. Alors bien sûr, hein, c'est pas remboursé sécu, bien sûr. C'est de la remise en question, c'est long, c'est beaucoup d'investissement, mais c'est des personnes qui sont motivées. Donc quand je sens qu'ils sont motivés, là, je donne, quelques adresses entre guillemets, où j'ai fait mon réseau, où je vois comment ils fonctionnent et où ça peut matcher. Ils écoutent, tant mieux et en général, bah, ça se passe bien, puis ils progressent, donc ils sont contents. Ou ça ouvre parce que ces personnes-là vont leur ouvrir d'autres portes, Mmh, mmh mh. forcément, d'autres champs et après moi, en tant que kiné, si le temps que je les fasse bouger, c'est mon boulot. De les faire bouger et de continuer à garder cette démarche de les faire bouger. Respirer aussi, Ouais. bête, mais on est vraiment, déjà quand on passe par là, ça apaise quand même l'organisme et le mental et indirectement le mental, même si c'était pas notre objectif et déjà, bah, ça donne des patients qui sont quand même mieux dans leur peau, quoi. Ouais. Mieux dans leur peau et qui ont envie. Voilà, j'ai de la chance que maintenant, des patients qui m'appellent, qui prennent rendez-vous avec moi, ils sont motivés. J'ai plus cette démarche-là, à ce qui était pas le cas avant où des fois, il y en a, ils viennent: «Mon docteur m'a fait une ordonnance, mais j'ai pas réfléchi à comment venir chez vous parce que ah bon, il faut faire 15 séances? Ah bah oui, il faut pas en faire que 2. Enfin, ah oui, bah je vais réfléchir peut-être là et puis ils viennent, ils sont une demi heure en retard, ça passe pas, ils ont pas fait les horaires réseau, enfin voilà, non, bah ça marche pas, ça peut pas marcher. Enfin, c'est pas du travail efficace en tout Ouais, bien cas. sûr. Alors, est-ce que tu peux nous décrire un peu un accompagnement? Donc, tu sembles dire 15 séances. Bon, j'imagine que ça dépend du problème de la personne, hein, le nombre de séances. Mais justement, en fait, du démarrage jusqu'à la fin, comment tu construis tes programmes? Comment tu appréhendes, bah, les interventions auprès de tes patients et cetera? Comment ça se passe? Déjà, on fait un premier bilan. On fait un premier bilan avec
plein de questions. Et même ce bilan, il peut être sur plusieurs séances parce que en une demi-heure, parfois, le temps administratif, forcément, carte vitale, on regarde les radios, on regarde plein de choses, la liste des antécédents, de ce qui pourrait faire le lien, etc. Faire quand même une micro-séance quand même avant que le patient, parce qu'il ne faut pas oublier que le patient il a mal, donc il faut quand même essayer de prendre un petit temps, de masser ou faire quelques exos, etc. Donc c'est vrai que ça va très vite, donc il faut quand même, en général, quand même plusieurs séances pour vraiment identifier la cause. Il peut y en avoir plusieurs même, voilà, mais en tout cas, dans quel engrenage et cercle vicieux se situe le patient. Et après, c'est de le remettre dans de la mobilité, dans des étirements, de l'assouplissement, du renforcement. Et après, c'est vraiment, on est un peu détective en fait. Hein. C'est vraiment un peu du marche à essai. C'est qu'on voit comment le corps du patient réagit, comment il fonctionne, comment il réagit. Si ça agit bien, et même parfois on est étonné, peut-être plus vite que prévu, allez, on continue dans cette ligne. Parfois, il faut faire machine arrière, machine arrière et tenter d'autres méthodes. Voilà, on est vraiment détective. Hein. On est vraiment Et alors, détective. Hein. il arrive avec une prescription, du coup, en fait, il y a quelque part déjà des indications en fait du médecin, mais vous n'avez pas de contact direct avec les médecins en général, hein? C'est sur la prescription que tu dois deviner ce qu'il faut Oui, faire, quoi. Enfin, c'est sur la prescription. Après, on fait un bilan, normalement adressé au médecin. Voilà, en fonction, donc un bilan initial et un bilan final à la fin. Et que, après, en fonction des médecins, si on les connaît, c'est mieux. Parfois, le bilan, il est oral, c'est plus rapide, entre guillemets, même s'il reste bien écrit au chaud dans notre cabinet. Parce que les médecins, soyons honnêtes, ils n'ont pas le temps de tout lire non plus. Hein. Donc, j'ai envie de dire, c'est plutôt quand ça fonctionne pas bien ou quand il y a nécessité peut-être de faire un autre examen. Voilà, on se dit, il y a quelque chose de pas normal. Il y a quelque chose, ça avance pas. Avec l'expérience, on sait que voilà, il y a quelque chose de pas normal. On est passé à côté, ou il y a autre chose. Ou après, normalement, les gros, c'est ce qu'on appelle nous les drapeaux rouges en kiné, où hop, 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 on touche pas, on bouge pas, voilà. Normalement, la plupart du temps, enfin, moi, j'ai jamais eu vraiment, un ou deux fois des drapeaux rouges, mais les médecins, ils les aiguillent autre part. C'est directement radio, voilà, et on attend de voir ce que ça donne, quoi. Ils le sentent aussi, les médecins, forcément. Hein. Voilà, que c'est des drapeaux rouges et du coup, ils ne nous adressent pas à la kiné en première intention. ouais, bien sûr, ouais, parce qu'il y a quand même de Voilà. la manipulation, donc alors juste une petite question, je Voilà. me souviens que il me semble, tu m'avais dit, en fait, que quand les personnes, elles arrivent de la salle d'attente, déjà, toi-même, tu les vois, tu scannes, en fait, finalement, leur corps, à leur démarche, à leur, et que rien que ça, toi, tu as déjà un premier bilan, quoi, quelque part dans ta tête. Il y a déjà une première intention de savoir comment ils sont dans leur vie de tous les jours, forcément, indépendamment des douleurs, j'entends, entre quelqu'un qui fait les 600 pas dans la salle d'attente et qui, t'as pas une minute de retard, qui est déjà en train de souffler, bon, tu te dis effectivement, est-ce que si je lui propose des exercices, comment ça va se passer, quoi? Voilà, est-ce que voilà, ça peut être déjà au téléphone, tu le sens la motivation des gens aussi. Tu le sens tout de suite, comment ils sont, Mais après, comment j'imagine qu'au-delà de ça, tu dois scanner la démarche. Tu vois s'il y a un pied de travers, une jambe qui. Tu le vois, oui, je sais oui, pas, la oui, position du bassin. Et même, je me demandais oui. d'ailleurs si dans la rue, tu vois, genre des formations professionnelles, des fois, tu vois des gens marcher, tu dis, oh la vache, il faut que je lui donne ma carte, c'est pas possible. Alors non, quand je suis dans la rue, je coupe. Ah, c'est Quand bien. je suis dans la rue, je coupe. Non, non, il faut couper, mais c'est la même chose quand on est, que ce soit en famille ou avec des amis, non, non, on coupe. C'est-à-dire que faut savoir être discret, entre guillemets, en tant que professionnel de santé, je pense. Ouais, ouais. Alors peut-être chacun est différent, mais en tout cas, moi, c'est mon côté. C'est-à-dire que si on ne me pose pas de questions, je donne pas de réponse, même si je vois quelque chose. Ouais, C'est-à-dire que ça d'accord. devient une démarche. Prendre rendez-vous, c'est déjà une démarche. C'est déjà une volonté de la personne de venir nous voir. Et je pars de ce principe-là, c'est-à-dire même à table, si on parle de quelque chose, et voilà. Si la question ne se tourne pas vers moi, non, je ne réponds pas. Ouais, ouais, C'est d'accord. surtout pas là où il faut intervenir parce que non, non, on dit rien. Si on nous demande en tête à tête et si ça justifie quelque chose, un bilan plus poussé, je dis on se prend rendez-vous, tu viens, je réponds à ta question. Mm, mm. Bon, alors Voilà. tout à l'heure, Mais tu disais que les gens, ils arrivaient aussi forcément avec une ordonnance du médecin. Mais donc, sauf si je dis une bêtise, mais ça veut dire que c'est souvent en curatif plus qu'en préventif, du coup. normalement, on est sur du curatif. Ouais, Mais de base, notre sécurité sociale, elle est curative. ouais. Elle est curative. Certaines mutuelles ont des actes de prévention. Après, c'est propre à chaque thérapeute. Moi, je sais qu'à force, je suis de plus en plus dans la prévention. Parce que quand je vois quelque chose qui peut, voilà, je me dois de le dire à la personne.
même s'il y a des petites choses un peu plus médicales ou ça fait combien de temps que vous avez fait une prise de sang et voir votre médecin? On se doit d'être dans la prévention et de pousser les gens à se faire soigner, à aller voir un peu plus leur médecin. Alors, on se doit. C'est juste une question un petit peu plus de relationner le patient. Mais moi, je me situe plutôt dans la jauge, effectivement, préventive. Ouais, ouais. Et l'aspect préventif dans ton métier, ça va être plus d'avoir les bons réflexes posturaux. C'est ces genres de choses, en fait. C'est le fait de muscler. Il y a ça, et on peut aller loin, on peut aller un peu plus loin, tout simplement d'hygiène de vie aussi, au sens large, en sens large, parce que ça peut aller loin, hein, ça peut aller loin, mais comme tu disais, on voit dans la salle d'attente le patient, mais on voit aussi l'hygiène de vie qu'ils ont. C'est-à-dire, ça se voit. C'est-à-dire que nous, à nos manipulations, si on peut dire, à nos massages, est-ce que le corps il résiste, est-ce qu'il répond bien à la thérapie, on sent tout de suite l'hygiène de vie, entre guillemets, ou les antécédents qu'a eu le patient. C'est-à-dire quelqu'un qui a une hygiène de vie, il va tout de suite mieux répondre que quelqu'un d'autre. Voilà. Si c'est un patient qui est bourré de toxines, de stress, etc., on va faire pas grand-chose. C'est-à-dire, il faut partir du principe que plus on est mal, moins on en supporte, en fait. C'est comme quand tu es malade, tu as de la fièvre, on a juste envie t'as juste envie de manger une soupe et qu'on te foute la paix. C'est un peu la même chose. Et il y a des patients qui viennent pour un problème de dos, mais en fait, quand on les voit, ils sont dans une telle souffrance de plein de choses que dit ouais, le problème c'est peut-être pas ça, et que là, du coup, là, notre éducation, elle va être très très lente, en fait, par Ouais. rapport à quelqu'un qui a une hygiène de vie qui est juste au top, et c'est juste momentané parce que il est tombé de sa chaise ou je ne sais quoi. Donc il y a des petites contractures au dos, voilà, il y a un traitement, on ne peut pas comparer les deux. Il y en a un qui va aller 10 fois plus vite que l'autre. Voilà. Donc toute cette hygiène de vie liée aux gens, forcément, c'est là où on n'est pas très égaux, forcément. S'il y a des pathologies chroniques qui se rajoutent, type maladie génétique, autres rhumatismales, etc., oui, ça rajoute des petites épées de Damoclès, hein, ça c'est sûr. Hein. Et comment vous gérez justement cette douleur, en fait? Parce que, comment enfin, s'ils arrivent en curatif, il y a quand même, régulièrement, j'imagine, déjà un terrain douloureux, et donc comment tu travailles, en fait, sur ce terrain douloureux, quand tu sais qu'effectivement tu qu'une envie, c'est qu'on te laisse tranquille, quoi, à ce moment-là? Alors, ils sont quand même, si à partir du moment où ils arrivent à prendre leur voiture, à venir tout seuls au cabinet, c'est que ça va pas mal quand même. Enfin, ça va pas mal. Ils arrivent quand même à se bouger, et on arrive quand même à travailler, même si ça va être plus lent, rien qu'avec le massage, à mobiliser. Après, quand on les renforce et quand on les bouge, c'est des petits mouvements. Hein. C'est pas le cours de la salle de sport d'à côté. Hein. Non, non, c'est des petits mouvements, et rien que de libérer ça, petit à petit, ça fera effet. Après, souvent, ils sont sous antidouleur aussi, hein, sous Ouais, ouais, anti-inflammatoire bien et sûr. sous antidouleur. Donc, c'est à faire la jauge. Et puis, nous, nos buts aussi, c'est ça, c'est qu'ils réduisent la prise de médicaments. Hein. C'est aussi ça. Hein. Ouais. C'est aussi ça. Hein. Donc, en cas de crise, on s'est bloqué le dos, lumbago, prescription anti-inflammatoire, choses comme ça. Mais le but, c'est que dès qu'on peut les arrêter et dès qu'on peut remobiliser le patient, c'est de les arrêter, justement, les médicaments. D'une manière progressive, quoi qu'il arrive. Et donc tu parlais de la salle de sport, parce que moi, pour moi, kiné égale, tu sais, l'espalier là, l'espèce de truc avec les barres là. Moi, pour moi, c'est Oui, ça, hein. oui, oui. Et donc du coup, justement, tu me fais une parfaite transition, parce que, est-ce que tu peux nous décrire, alors pas l'exhaustivité, mais tu vois, quelques techniques que tu utilises, et quelques matériels? Ma question derrière, c'est: est-ce que vous êtes encore vachement mécanique, les mains, des trucs, ou est-ce qu'il y a aussi des machines qui sont venues renforcer vos outils, quoi? C'est propre à chacun. Je peux pas te dire. C'est propre à chacun, propre à la structure d'un cabinet. Plus un cabinet est gros, entre guillemets, plus il y a de monde et plus il y aura de machines, a priori. Ouais, A priori. Moi, non. Moi, je suis essentiellement manuelle, et pour faire bouger les gens, j'ai pas besoin de machine. Voilà. d'accord. C'est un tapis et c'est tout. J'ai quelques machines de renforcement, forcément, voilà, mais ça reste en complément. C'est quoi, genre, une machine de renforcement, ça veut dire quoi? Oh non, tout simplement, c'est pour faire les cuisses, les fessiers, choses comme ça. Il y a rien de typiquement des machines de musculation que tu peux avoir dans une salle de sport. Ouais, ouais, non, non, il y a rien Donc de c'est du très classique, en fait? très classique. Après, c'est parce que, comme une fois je suis dans la rééducation du dos, je ne suis pas dans une réathlétisation de sportifs. Ouais, Tu vas dans des centres de rééducation pour sportifs, par exemple. Là, le but, c'est de retrouver le terrain au top. Donc là, ils ont des machines encore plus. Voilà. Ça dépend de la patientèle que tu as et que tu cibles aussi.
Si tu cibles des genoux, si tu as pas une presse pour bosser les quadriceps, bon, ou un vélo, enfin si tu as pas là, non, c'est pas adapté. Non, mais on en reste quand même à des outils très classiques. Mais du coup, ce qui fait votre métier, c'est pas tant les machines que les techniques que vous allez utiliser et les conseils que vous allez donner dans les positions et les exercices à faire, quoi. En gros, c'est ça. C'est ça. Et il y a un outil que tu cites pas du tout, mais c'est vos mains aussi, qui sont le premier outil, non? Premier outil qui, j'espère, va me tenir jusqu'à ma retraite. Mais oui, oui, non, non, c'est ça, c'est très, on est très, très manuel. Alors après, pas besoin d'être manuel tout le temps, hein, attention aussi. Voilà, mais le massage, immobilisation, manipulation, oui, oui, non, c'est notre premier outil. Ça, c'est indéniable. Ouais. C'est indéniable. Quelles que soient les pathologies, hein, on en vient au moins au massage en première, enfin, pas en première intention, non, c'est en fonction de ce que c'est, mais à un moment ou à un autre, on y vient. Ouais, On y ouais. vient. Mais il faut pas que ça. Il faut penser à garder en tête, à faire bouger. On en revient toujours au même, hein, le mouvement. Hein. Kinésithérapie, kinésie, hein, c'est mouvement. Hein. Ça veut dire mouvement. Donc, on en vient vraiment à ça, qu'il faut faire bouger le patient. Donc, voilà, 10 séances chez un même patient où c'est que du massage, oui, ça peut peut-être se justifier momentanément pour certains, mais en soi, c'est pas rendre service. À mon sens, c'est pas lui rendre service dans le sens où à éviter la récidive. Voilà, c'est redonner. Moi, mon plus gros bonheur, c'est quand les gens, on a terminé la rééducation, ils se sont plus mis au sport depuis un certain temps et ils se disent ah bah ça y est, je me suis réinscrit à une salle ou j'ai fait un cours de gym ou de pilates ou de yoga, c'était trop bien, ça y est, c'est parti, je suis inscrit. Oh, mais alors moi, moi ça me rend la banane. Voilà, c'est juste ce que je fais parce que c'est des gens qu'on verra plus au cabinet, tout simplement. Ouais, Voilà, ouais. qui se sont pris en charge, ou autre chose, qui se sont mis à peut-être rien à voir. Allez, je me suis remis à la course à pied. On n'est pas dans un effort de compétition, c'est juste d'entretien de la personne, c'est tout. Ouais. Y a pas, on n'a pas besoin de s'inscrire pour faire de la compète. Non, non, c'est juste un petit peu de cardio, un petit sport qui fait plaisir et un petit sport type postural pour son petit contrôle technique personnel. Et voilà, ça suffit. Ça suffit. Et tout à l'heure, tu disais, j'espère qu'elles vont me tenir jusqu'au bout, ces mains-là. En fait, une question me vient, mais est-ce qu'il y a un âge, tu vois, enfin, vu que c'est effectivement un métier physique, je sais pas, vous prenez votre retraite plus tôt parce qu'à un moment donné, le physique ne tient plus? Enfin, J'ai pas la notion de mes kinés seniors en ce moment proches de la retraite pour te répondre à cette question. Mais oui, non, non, c'est même les ostéos, hein, c'est purement manuel. Il faudrait aussi poser la question à des ostéos qui, leurs mains, c'est leur outil de travail encore plus que nous. Hein. ouais. Dans les manipulations, des fois, ils y vont vraiment. Alors, je pense que nos mains s'adaptent vraiment aussi à notre boulot. Hein, ils s'adaptent malgré les contraintes qu'on peut leur opposer. Inévitablement, il y a certaines manipulations, moi-même, que je ne fais plus, Ah qui ouais. abîment trop, je le sens, ouais, qui abîment trop mes pouces ou autres. Hein. C'est aussi pour ça, je t'avouerai que j'ai pas trop persisté dans l'ostéopathie. J'ai fait bien d'autres formations, mais l'ostéopathie en elle-même ne m'intéressait pas. Mais j'ai aussi me dis, mais mes contraintes au niveau des pouces, ça me posait question. Je me suis dit, mais est-ce que ça va pas être trop? Est-ce que je vais pouvoir continuer à en faire? Voilà, voilà. Donc voilà, heureusement, le champ des possibles et qu'il y a plein d'autres formations, on peut se régaler autrement qu'avec l'ostéopathie et s'en sortir très bien. Donc voilà, mais bon, pour l'instant, voilà, je touche du doigt. Et puis c'est pareil pour nos canals carpiens, à force de masser, pareil, hein, ça use, hein, mais bon, il faut être bien chaussé aussi et en prendre soin. C'est la fin de cette première partie. J'espère sincèrement que cet épisode vous aura autant inspiré que moi. N'oubliez pas qu'il y a une seconde partie, donc si vous voulez être sûr de ne pas la manquer, le plus simple, c'est de vous abonner au podcast et du coup vous recevrez une alerte de diffusion de cette partie 2. Pour rentrer en contact avec Marion, rien de plus simple, rendez-vous sur son profil LinkedIn Marion Jost, J-O-S-T. Si vous voulez donner un petit coup de pouce au podcast et donner de la visibilité à ce super métier, n'oubliez pas le commentaire sur Apple Podcast, je ne me répéterai jamais assez. Et puis surtout, faites du bruit, parlez-en à votre entourage, postez sur les réseaux sociaux, parlez-en à votre tante journaliste. Bref, aidez-nous à faire voyager le podcast, j'en ai besoin, je vous remercie. Je vous dis à dimanche prochain pour la partie 2 de l'épisode avec Marion et d'ici là, je vous souhaite une très très bonne semaine à tous.